Bonjour, je suis Audrey Châtel, donc Head of Marketing d'Europe Assistance. Bonjour, je suis Pauline Catelin, je suis Product Owner d'Omio chez Europe Assistance. Bonjour, Benjamin Lacroix, lead développeur sur le projet Omio Axebia. Donc un grand groupe peut-il construire une marketplace en 6 mois? Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc c'est Omio. Alors qu'est-ce qu'est Omio déjà? Donc Omio, c'est une place de marché, donc une marketplace, qui met en relation des particuliers qui ont besoin de travaux avec des professionnels qui ont été sélectionnés par Europe Assistance et évalués par la communauté. En interne d'ailleurs, on avait l'habitude de dire qu'on est un peu le TripAdvisor des travaux, avec une expérience à la Airbnb. C'était assez vendeur, ils s'en souvenaient bien. Donc voilà, ce qu'on va vous présenter comme retour d'expérience, c'est vraiment sur 3 points. Le premier point, c'est comment on a construit la vision au sein du groupe Europe Assistance, aussi bien sur les besoins des utilisateurs que sur le sizing du marché. Et après, le second point, c'est vraiment tous les choix technologiques et humains qu'on a dû faire pour réussir ce projet. Et le dernier, c'est finalement comment on a réussi à construire cette marketplace en 6 mois. Donc, et aussi comment on a créé une start-up au sein du groupe Europe Assistance. Donc voilà, ça c'est le premier brief qui était, comme vous pouvez constater, super clair. En fait, le projet il est vraiment né de la stratégie d'Europe Assistance. En fait, en janvier 2015, donc Antoine Parisi, qui est le PDG du groupe, a initié donc une stratégie à l'horizon 2020. L'objectif, c'était vraiment de trouver nos futurs relais de croissance pour 2020. Donc il y a un groupe de travail qui a été fait sur la business line Home and Family. Et ce groupe de travail, finalement, a ressorti plusieurs éléments. Un des premiers éléments, c'est il faut savoir que le groupe Europe Assistance, notre ADN, c'est vraiment l'urgence. Voilà, on est vraiment sur des métiers d'urgence. Si vous avez besoin, dans votre contrat d'assurance, d'un plombier d'urgence, voilà, c'est notre métier depuis plus de 50 ans. Maintenant, sur l'urgence, c'est un fait générateur qui arrive quoi, une fois par an, une fois tous les 3 ans. Donc on n'a pas beaucoup de liens avec le client final. On n'a pas de récurrence. Donc l'objectif, c'était vraiment d'apporter plus de services récurrents. Et c'est pour ça que c'est né le projet aussi Omio. Comment apporter de la récurrence sur nos clients, où il y a plus en plus de particuliers qui sont intéressés pour avoir des services à la demande. Donc ça, c'est un des premiers points. Le second point, c'était vraiment entre les GAFA et les NATU, qui viennent nous pressuriser au quotidien, le groupe Europe Assistance. Ça devient aussi, on sait qu'il faut se réinventer, on sait que c'est compliqué, et du coup, comment on peut apporter une proposition de valeur qui est différenciante sur ce marché. On a des assets, hein, on a la qualité de notre réseau depuis plus de 50 ans, on a 750 000 prestataires à travers le monde, donc c'est quand même un facteur clé de succès. Nous, on était convaincus par l'expérience utilisateur et le digital. Donc ça reste aussi un de nos assets. Donc comment on fait pour apporter une proposition de valeur différenciante? Et le troisième point, c'est justement la digitalisation des entreprises est en marche. Donc comment s'inscrire avec ce projet dans la digitalisation des services d'Europe Assistance? C'était vraiment les 3 éléments. Donc quand on nous a briefé sur ces objectifs de ce programme stratégique, Pauline, en fait, nous avait rejoint au sein du groupe il y a quelques mois avant sur toute la recherche utilisateur. Donc au départ, moi et Pauline, on travaillait vraiment au sein du groupe Europe Assistance sur toutes les lignes de métier, sur les recherches utilisateurs. Donc avec ce projet, on partait vraiment from scratch. On s'est dit, c'est l'occasion unique. C'est une occasion rêvée de partir from scratch et de repartir vraiment des besoins des utilisateurs, à savoir, voilà, c'est plus top-down, c'est plus les top directeurs qui vont dire tiens, j'ai une super idée, on va la développer. Non, on va repartir des besoins utilisateurs pour construire une nouvelle histoire. Donc à partir de là, on a commencé la partie recherche utilisateur.
Donc on vous a mis un autre petit schéma qui illustre bien ce qu'est la recherche utilisateur. Donc à ce moment-là, comme disait Audrey, c'est un projet stratégique. On a dit, on fait les choses dans les règles de l'art. On va pousser les recherches utilisateurs. Donc déjà, on ne savait pas vraiment sur quel marché on allait partir. Est-ce que c'était B2B? Est-ce que c'était B2C? Est-ce qu'on allait faire du particulier à particulier? Donc là-dessus, on a cherché vraiment sur tous les volets. On a aussi l'aspect assurantiel, c'est-à-dire que l'actionnaire majoritaire d'Europe Assistance, c'est Generali. Donc là-dessus, on avait l'occasion d'aller parler aux chargés d'assistance Generali, qui sont des personnes qui sont au quotidien au téléphone avec le client final. Donc là, pour nous, c'est une super opportunité. On a mis en place des méthodologies de shadowing. Donc on a passé des journées à côté des chargés d'assistance, à écouter les problèmes des utilisateurs et ensuite à travailler ensemble sur comment est-ce qu'on pouvait amener une solution. On a travaillé sur des interviews. Donc moi, j'ai mené une 50aine d'interviews qui durent 1 heure environ sur des clients et des artisans sur 2 pays, en France et en Italie, pour comprendre encore une fois quelle était la situation actuelle, quels étaient les besoins, etc. Donc vous pouvez imaginer les entretiens utilisateurs en août dernier à Rome, avec des artisans qui essayaient de me raconter comment est-ce qu'on répare une chaudière. J'étais super à l'aise. Donc c'est assez sympa de se plonger vraiment à fond dans le métier, parce qu'au moins maintenant on sait bien aussi de quoi on parle. Donc sur sa partie recherche, l'objectif c'est de générer un maximum de matière et après de faire des workshops d'idéation. Donc sur la matière, évidemment, on a fait du benchmark de tout ce qui existait dans le monde entier comme plateforme qui pouvait proposer un service équivalent. On a fait des questionnaires qualitatifs dans toute la France, on a envoyé des étudiants interroger des responsables d'associations de chambres des métiers, on les a envoyés dans les surfaces de bricolage à Vitry-sur-Seine, poser des questions à des gens qui achetaient des pots de peinture, etc. Donc là-dessus, nos limites, et c'est vraiment le truc important de ce projet, c'est qu'on a cherché le plus large possible, et c'était important parce que ça nous a permis après de répondre à toutes les questions durant tout le projet. Donc avec cette matière, on a fait des gros workshops d'idéation. Donc là, on a énormément travaillé avec UX République et des workshops d'idéation avec toute la logique de pains et de gains. Quels sont les problèmes qu'on identifie, comment on les résout, comment on crée les parcours utilisateurs, etc. Sur cette partie-là, ce qui est hyper important par rapport au groupe Europe Assistance, c'est qu'on a embarqué toutes les filiales. Donc c'est un projet stratégique, on se doit de travailler sur tous les pays et d'embarquer les personnes qui sont dans les différentes filiales d'Europe Assistance. Donc c'est des workshops internationaux où on travaille tous ensemble sur cette vision de quelle valeur on va créer. Donc là, recherche du besoin, très grosse recherche. Et une fois qu'on a bien compris qu'il y avait un besoin identifié, il a fallu faire émerger la valeur. Donc, le plus important là, c'est de se dire, bon, j'ai un besoin, est-ce que j'ai un marché ? Hyper important. Donc, on a fait du market sizing assez classique sur 2 pays en B2C. Et puis, ensuite, on a fait la création de valeur avec le business model Canva. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez. Nous, c'était la première fois qu'on le mettait en place. Et encore une fois, on a essayé vraiment de le faire partir des équipes. Donc là, chaque filiale a reçu un lean Canva à compléter et on s'est réunis tous ensemble pour écrire la première brique de ce BMC qui bien sûr va évoluer, mais on avait posé la valeur, la vision à l'intérieur et c'est à partir de toute cette matière qu'on a pu avancer parce qu'à ce moment-là, il nous manque uniquement le go de la direction. Alors bien sûr, on a transmis, ça a quand même pris un peu de temps de mener à bien ces recherches utilisateurs et ce market sizing. Donc on a transmis à chaque fois sur le projet. Donc encore une fois, c'est un programme stratégique. Donc même le comité de direction de ce projet stratégique, on a le PDG, on a le CEO, on a le DC Group, on a vraiment le top management chaque mois où voilà, on évangélise sur le produit, sur les méthodos, etc. Donc maintenant qu'on avait fait ce gros travail de
recherche où on savait qu'il y avait un marché, qu'il y avait un gros marché en B2C, qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas du tout complétés, même si aujourd'hui il y a plein de places de marché qui existent, mais aucune n'avait vraiment une proposition de valeur unique. Et ce BMC nous a vraiment fait découvrir cette proposition de valeur unique. Et donc il a fallu avoir le go de la direction. Donc après cette longue série de réunions, je me souviens d'une réunion vraiment stratégique, hyper importante, où on était encore en train de discuter est-ce qu'on fait en B2C, est-ce qu'on fait en B2B2C. Et là, le PDG qui nous pousse vraiment énormément, qui nous soutient aussi, il a dit bon, j'en ai marre de voir les slides, quand est-ce que ça sort? Donc moi j'ai dit, voilà, les slides, ok, moi aussi j'en ai marre d'en faire en fait. Et l'équipe est là, le budget est là, nous ce qu'on attend, c'est le go. Donc on a eu le go, et on a eu le go sur construire donc un MVP, donc un Minimum Viable Product, en méthode agile. On faisait de l'agilité au sein du groupe Europe Assistance depuis des années, mais de la pure agilité telle que nous on la concevait, c'était pas forcément quelque chose qui était évident au sein du groupe, parce qu'il y avait une petite incompréhension qu'est-ce qui est vraiment l'agilité. Donc on a dû dire voilà, donc ce budget-là, ce qu'on va faire, c'est à peu près ça, mais on ne sait pas encore. Donc il a fallu vraiment convaincre et du coup avoir le go était déterminant. Donc bien sûr, une fois qu'on a dit donc on veut construire une start-up, il a fallu faire des choix. C'est vraiment une grande étape importante, mais on a dû faire des choix technologiques, des choix d'équipe, et c'est ce qu'on va voir justement. Et un des premiers choix, c'est de se dire, voilà, on doit être sur un time to market hyper rapide. Voilà, il y a des concurrents qui existent énormément, d'autres où on savait que ça allait sortir. Amazon, en fait, a une place de marché dans cette industrie aux États-Unis, peut arriver en Europe du jour au lendemain. Il fallait qu'on construise quelque chose en 6 mois. C'était vraiment l'objectif. Et un des premiers choix, c'était justement de se dire, on va prendre une solution SaaS de marketplace pour construire ce produit. Donc en effet, comme le dit Audrey, ici on est en décembre 2015 et on a un gros time to market à respecter. Donc sur la partie place de marché, alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les solutions, nous on s'est vite renseigné sur ce qu'il existait. Aujourd'hui il y a 2 places de marché en France qui sont connues, ça va être Iceberg et Miracle. Donc nous on s'est orienté vers Iceberg, essentiellement parce qu'ils avaient une marketplace de services qui était plus avancée que Miracle, qui nous semblait plus positionnée sur du produit. Ils ont également une forte approche API et c'est une start-up, c'est une toute petite boîte et nous on voulait garder cet esprit start-up qu'on a conservé tout au long du projet et donc on s'était dit que les équipes allaient beaucoup mieux fitter et les objectifs allaient être beaucoup plus convergents. Là-dessus, ce projet, évidemment, on avait besoin de cette solution en SaaS parce que les workflows sont complexes, parce qu'on va avoir des artisans qui vont gérer des agendas, donc on gère des créneaux, on gère des grilles de prix, on gère des zones d'intervention, etc. On ne pouvait pas se permettre de redévelopper ça from scratch, donc on a opté pour cette solution. Par contre, Iceberg, c'est une solution très orientée back-office, donc il nous fallait quand même se rapprocher d'une agence IT pour avoir toute l'expérience utilisateur qui nous est chère. Donc voilà, on a dû faire le choix du partenaire IT. Bien sûr, on reste en mode start-up, nous on est agile, on était à fond. Maintenant, on reste aussi au sein d'un grand groupe Europe Assistance avec le service achat. Donc on ne pouvait pas se défaire d'un appel d'offres, on va dire au sens classique du terme. Néanmoins, il a fallu quand même orienter un petit peu sur l'appel d'offres. Et ça, c'est parti sur toutes les phases avant, les mois où on a passé à dire il faut de l'agilité, il faut des équipes impliquées. C'est pas que des choix techno, c'est aussi des humains avant tout. Donc on a vraiment encadré avec le service achat et avec les stakeholders ce qu'on voulait comme facteur déterminant pour sélectionner le partenaire IT. Donc il y a vraiment des éléments fondamentaux. C'est la compréhension du projet. C'est une marketplace, pas un site e-commerce traditionnel. On a des acteurs, donc une solution, une techno qu'on a déjà choisie qui s'appelle Iceberg. Il va falloir interagir avec cette techno. On a aussi UX Republic qui travaille avec nous depuis le départ. Donc il fallait aussi que
les équipes puissent interagir avec UX République. Et il y avait aussi la cohérence des choix IT. Effectivement, le groupe Europe Assistance est sous un environnement qui est assez orienté Microsoft. Donc il fallait que les choix, malgré cet environnement, les choix proposés par les agences soient vraiment par rapport à ce projet et pas par rapport au groupe Europe Assistance. Et c'est un peu la difficulté qu'ont les agences, c'est de se dire bah, tiens, c'est Europe Assistance, donc je vais leur mettre cette architecture parce que ça va bien. Mais là, c'est un projet start-up, marketplace, etc. Donc, c'est vraiment différenciant. Et on voulait une réponse cohérente par rapport à ça. Et aussi, ce qui était important, c'est qu'on voulait rencontrer les personnes qui allaient travailler sur le projet. Voilà, on ne voulait pas avoir le VP de l'agence qui nous vend du rêve, mais plutôt non, de dire, bah, tiens, je vais rencontrer Frédéric, par exemple, le proxy product owner. Et voilà, c'est aussi, on embauche aussi bien des compétences que des humains. Et ça, c'est vraiment essentiel, et dans toute la soutenance qu'a fait Xebia, c'est vraiment été sans commune mesure. C'est vraiment eux qui ont soulevé, parce qu'ils ont répondu sur l'ensemble des points. Ils étaient bons en techno, les personnes, les bonnes personnes étaient là, et c'était eux qui parlaient de leur métier, et ça c'était fondamental sur le choix de la décision. Et après, effectivement, ils nous ont fait des recommandations de choix techniques avec du React et du Node.js qu'on connaissait pas forcément, qui a été vraiment, qui nous a paru hyper important pour construire cette marketplace. Du coup, le travail de conseil et développement technique intervient vraiment après que l'ensemble des ateliers nécessaires et importants aient été effectués pour que le besoin soit convenablement défini et que lorsqu'on arrive sur le projet au sprint 0, on puisse repartir de la réponse à l'appel d'offres qui a été effectuée par nos CTO, et qu'on puisse challenger la stack technique telle qu'elle a été proposée avec les nouveaux besoins qui ont peut-être évolué par rapport au moment où on commence réellement. À partir de là, du coup, se pose la question de savoir si on garde cette stack ou au contraire on l'adapte pour atteindre les enjeux qu'Europe Assistance avait à ce moment-là. En l'occurrence, Europe Assistance s'attendait absolument à ce qu'on livre souvent et rapidement. C'était vraiment un enjeu important. Ils en avaient marre que le projet traîne, et au bout de 2 semaines, l'objectif c'était déjà d'avoir par exemple une homepage. On s'est concentré du coup sur ces sujets-là. Avec Thomas, on a dessiné les premiers schémas d'architecture qui partaient de l'architecture proposée par nos CTO, mais plus simple, plus en mode KISS, keep it stupidly simple. L'objectif, c'était vraiment d'être capable en 2 semaines, donc sprint 0, sprint 1, de réaliser quelque chose qui est visible, montrable et démontrable. Comme ça, Pauline et Audrey ont pu directement tester et vérifier les premiers usages, les premiers écrans. Et puis en mode startup, ça permet également de valider directement qu'on produit quelque chose et on avance. Donc à partir de là, on a créé une architecture plus complexe, bien sûr. Et pour rentrer dans le concret, comme vous l'a dit Audrey, on a fait du Node. Pourquoi on a fait du Node? Parce que c'est un outil qu'on maîtrise, qui était facilement déployable, qu'on pouvait rapidement proposer des choses intéressantes. Et on a basé ça sur React, donc côté front, pour avoir une expérience utilisateur extrêmement intéressante, rapide et fluide, puisque c'était un enjeu d'Europe Assistance de proposer une expérience extrêmement intéressante et ludique. Par ailleurs, l'application Node, donc l'application de back-end, permet aussi à une application mobile iOS et Android de récupérer tout un ensemble de flux et d'informations, soit venant de la marketplace Iceberg, soit venant des données qu'on a agrégées nous de notre côté. Donc cette architecture nous a permis vraiment, comme je l'ai dit précédemment, de livrer souvent, rapidement, pour autant de garder une qualité en faisant des tests, et ainsi apporter à Pauline et Audrey, et puis à la direction, des jalons tangibles de développement logiciel pour justifier, du coup, pour vraiment pouvoir tester l'usage rapidement. On a rapidement mis l'application en définitif dans les mains des artisans ou au contraire des clients potentiels pour vérifier que ça fonctionnait bien. Et c'est parce qu'on a choisi une architecture qui est facilement déployable et qu'on codait en itération de 2 semaines, qu'on a pu mettre en place cela. Donc tout ça, ça ne s'est pas fait tout seul. Derrière, il y a du coup 2 développeurs, même peut-être 3, et en fait, il y a plein de monde qui a travaillé avec nous pour réaliser ce produit. En effet, donc sur le 3e choix, c'est clairement le choix de l'équipe.
Donc vous oubliez pas, là on nous a dit vous êtes une start-up, c'est pas de tomber dans l'oreille d'un sourd en fait. Donc Audrey et moi on s'est dit si on est une start-up, on veut choisir toutes les personnes qui travaillent avec nous parce que c'est une aventure, parce qu'on a envie de créer quelque chose de différent. Donc là vous avez une petite image de l'équipe, mais il y a plein de personnes qui ont participé à ce projet. Il y en a plein dans cette salle aussi. Et du coup, la volonté de cette équipe, c'était vraiment que chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc là-dessus, là où je pense qu'on a fait le bon choix, c'est dès que l'équipe est arrivée, on a partagé de manière ultra ouverte l'ensemble de la vision qu'on avait du produit. On avait vraiment hâte qu'on nous challenge, qu'on nous pose les questions pour voir si notre vision tenait la route. Et l'équipe vraiment a joué le jeu, s'est mis dans la peau de cette start-up, et chacun amène ses idées au quotidien. Et c'est vraiment l'état d'esprit qu'il nous fallait et qu'on conserve encore, et qui fait aujourd'hui la différence quand on est dans notre petite war room. Donc l'équipe, voilà, grosso modo, un product owner, on a 2 devs full stack, un dev mobile, UX, UI, vous avez compris qu'on a une forte orientation UX, et intégrateur et un responsable réseau, parce qu'on recrute des artisans bien sûr. Sur l'équipe, moi j'ai pas toujours vu qu'il y avait autant d'UX et UI dans une équipe agile. Je pense que c'est absolument essentiel. Enfin, moi je viens de l'UX, mais n'ayez pas de doute là-dessus, ça facilite grandement le reste. Un aspect que j'ai pas abordé dans cette partie-là, c'est que toute l'équipe a travaillé autour des technologies cloud. En fait, ça nous a permis, suite au go qu'on a eu d'Europe Assistance, de ne pas reposer l'architecture sur le système d'information d'Europe, justement en mode startup, d'être plus rapide. On a pu positionner toute la solution dans le cloud. Et du coup, ça a permis de déployer et gérer finalement ce run, cette exécution, plus facilement. On a, pour pas créer de frustration du côté Europe Assistance, toujours pousser le partage de connaissances à travers des déjeuners le midi avec l'équipe IT, en leur présentant ce qu'on avait fait et en échangeant avec eux sur les choix technologiques ou d'architecture qui ont été faits. Donc comme l'a dit Pauline, c'est vraiment un esprit d'équipe qui permet d'aller dans le mode startup. C'est-à-dire que ce n'est pas le mode startup qui induit ça, c'est vraiment l'équipe et le mindset de chacun qui fait qu'on est finalement en mode startup dans un grand groupe. Exactement. Et du coup, une fois qu'on avait fait ces 3 choix, donc la marketplace, l'IT et puis l'équipe, donc là c'est parti. On est en janvier 2016, en janvier de cette année, et on prend toutes nos affaires, tous nos parcours utilisateurs, et on part chez Xebia Studio. On a une jolie salle. Et là, on a commencé nos premières lignes de code et pas mal des schémas que vous voyez ici. Donc, juste pour finir ça, c'est vrai que là-dessus, ça peut faire un peu... voilà, tout est beau, on part tous dans notre petite start-up toute mignonne. Alors ça c'est le papier, hein, on avait signé, super agent, super équipe, etc. Et puis après, forcément, l'équipe, elle travaille, elle évolue, elle a des retours, des difficultés, etc. Donc c'est pas toujours comme c'était sur le papier au départ. Et un des points importants aussi, c'est évangéliser sur les rôles. Comme je vous l'ai dit, le groupe Europe Assistance travaille déjà sur l'agilité, donc ils avaient aussi des product owners. Seulement, on n'a pas toujours la même définition de qu'est-ce qu'un product owner. Pour nous, et aussi grâce à Xebia, c'était vraiment fondamental de se dire que déjà, nous, le product owner, il vient de l'UX. Donc par chance, on avait Pauline qui travaillait déjà dans nos équipes. Et ça nous a paru tellement évident, en tout cas, ça m'a paru tellement évident que c'était Pauline, la product owner. Bon, seulement, c'est pas forcément évident pour l'ensemble du groupe, parce que qui dit product owner dit je prends des décisions. Et quand je prends des décisions, c'est forcément un directeur, forcément voilà. Et c'est pas, en tout cas nous on a défendu la vision de que le PO c'était bien Pauline, que c'est elle qui prenait les décisions, et je l'ai vraiment enjoint à dire non Pauline, tu prends les décisions, et si jamais quelqu'un me disait quelque chose, voilà, tant pis. Mais comme ça marchait très bien, finalement personne nous a jamais rien dit. Et du coup c'était hyper important, donc la vision UX, la présence à 100%, donc Pauline était à 100% au sein du studio avec les équipes, et c'est elle qui transmet vraiment la vision du produit. Donc elle a un pouvoir de décision et aussi le bon mindset. Et ce qui est important, je pense que
pour les entreprises qui veulent faire de l'agilité demain, il y a la méthode qui aide énormément, mais néanmoins, il y a quand même le bon mindset. Voilà, un PO, c'est pas un chef de projet. Des développeurs qui travaillent en méthode agile, tout le monde ne peut pas travailler en méthode agile. Et l'équipe qu'on avait réussi à construire, finalement, avait ce bon mindset, ce qui était important pour construire ce produit et gérer finalement les adhérences qu'on a eues. Donc, dans les quelques adhérences, vous pouvez vous représenter un petit peu l'équipe qu'on avait. Donc, on a des personnes qui viennent de différentes agences, donc UX, Xebia, moi, etc. Donc, on a tous un peu travaillé dans l'agilité. Enfin, moi, non. Mais on n'a pas la même vision, on n'a pas la même expérience et on a fait de l'agilité dans des boîtes différentes. Donc, ça veut dire tout et rien. On a fait des choses vraiment très, très différentes. Donc là, il faut s'accorder tout de suite sur les méthodologies, remettre à plat les termes, comment on travaille, etc. Vous l'avez compris, on a travaillé avec Iceberg. Donc Iceberg, c'est une solution en SaaS. Donc eux, à chaque fois qu'ils développent quelque chose, ils doivent faire attention que ça va servir à leurs autres clients. Tandis que nous, on était en full sur mesure, on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc là, pareil, on n'est pas sur les mêmes objectifs, on doit se parler, on doit s'adapter, on doit revoir les priorités. Également, nous, l'équipe était à 100% ici, tandis que Iceberg, ils n'étaient pas dans la même salle, ils étaient à 2 rues d'ici et ils n'étaient pas full-time sur le projet. Ils avaient des développeurs, enfin, ils ont des développeurs qui changent selon les besoins. Donc là, pareil, un peu d'adhérence, pas les mêmes vélocités, pas les mêmes boards, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment la gestion de toutes ces choses-là au quotidien qui a été importante. Et là, on a été accompagné par Frédéric, qui nous a coaché sur l'agilité et sur la fluidification de toute cette équipe. Et c'est essentiel à ce moment-là parce qu'à tout moment, ça aurait pu complètement rater, quoi. Donc à partir de ça, c'est vrai qu'on a intégré énormément Iceberg sur les cérémonies agiles et petit à petit on a créé ce mouvement qui fait qu'aujourd'hui l'équipe roule plutôt très bien. Donc voilà, donc là on est en mode équipe un peu autonome au studio Xebia. Par contre, il y a un petit risque ici quand on est dans un grand groupe, c'est qu'il ne faut pas non plus se faire oublier. Parce qu'on est dans un projet stratégique, il faut donner de la visibilité et il faut rester en contact avec Europe Assistance. Donc là, il y a un challenge à pas rater également. Voilà, c'est outre la visibilité, c'est aussi de dire voilà, c'est un super projet. On a réussi à construire sur des méthodologies UX et des méthodologies agiles. Donc il y a 2 éléments. C'est le premier, il faut qu'on apporte la preuve, parce que la théorie c'est bien beau, mais les preuves c'est toujours mieux, surtout pour le top management. Donc à chaque fois, finalement, ces démos qu'on a fait tous les 15 jours ont été vraiment appréciés. Et là, ils ont compris tout l'impact que ça avait. Parce que tous les 15 jours, ils voyaient évoluer le produit. Et ça, c'était vraiment essentiel pour dire que l'agilité, ça marche. Après, c'est aussi important de se dire que voilà, je voulais pas non plus que ce projet soit une petite start-up à part et qu'au final le groupe Europe Assistance ne bénéficie pas de ces enseignements. Donc il y a, outre les démos tous les 15 jours où il y avait tout le top management de la business line, il y avait aussi on a fait des démos tous les 3 mois, une démo complète avec l'ensemble des directeurs marketing, on va dire, d'Europe Assistance et des directeurs IT qui sont venus pour voir une vision du produit. Et là, généralement, c'est l'effet un peu waouh, et c'est ce qu'on a recherché aussi, c'est de se dire, voilà, c'est live, c'est concret, ça marche, et en 3 mois, on avait déjà une histoire à raconter de bout en bout. Et 3 mois après, la même chose. Donc les gens ont vu évoluer le produit et ont été finalement assez convaincus par les méthodologies agiles. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre, c'est aussi d'évangéliser sur l'ensemble, pas que les directeurs marketing, pas que les directeurs RT, mais c'est faire des démos au quotidien. On est, comme vous le savez, donc fait partie du groupe Generali. La stratégie WeConnect, c'est aussi un peu WeConnect encore mieux avec Generali. Donc ça a été important aussi de montrer ce produit à Generali, aux équipes marketing, aux équipes produits, de montrer à des équipes marketing à Madrid,
Madrid, à Milan. On a fait beaucoup de voyages pour évangéliser, de remontrer la démo, de voir que ça avance. Et ça a été, aujourd'hui, c'est vraiment une grande fierté, je pense, pour nous et pour l'ensemble de l'équipe. C'est que quand il y a un projet digital aujourd'hui, on se dit, tiens, mais regarde Omio, quoi. Parce qu'ils font des trucs pas mal. Et l'équipe maintenant, on a rapatrié toute l'équipe à Saint-Denis, donc dans nos bureaux. On a eu la chance de déménager à ce moment-là. Donc du coup, on en a profité. On a squatté un lab. Donc il y avait un lab normalement pour tout le monde. Donc on a squatté, on a mis toute l'équipe du projet au sein de ce lab. Et ce qui est pas mal, c'est que finalement, on est à l'entrée et juste à côté de la salle du comité de direction. Donc je pense qu'on bénéficie de pas mal de visibilité. Donc du coup, les gens viennent nous voir. Et c'est important aussi pour l'équipe. Voilà, encore une fois, on n'est pas du tout dans un esprit de se couper des uns des autres. On veut vraiment partager, échanger. D'ailleurs, les développeurs, ils attendent toujours que ça, qu'on vienne un peu les challenger sur les parties IT. Donc voilà, c'était vraiment sur de l'ouverture. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, la promesse qu'on a réussi, c'est au travers de la digitalisation de l'entreprise Europe Assistance. Ça a vraiment été une porte d'entrée et des projets qui sont amenés à évoluer, à construire dans le futur. En tout cas, se base sur notre modèle. Voilà, merci. Vous avez des questions ? Pas de questions, c'était super clair. Oui, dans le produit, enfin dans le marketplace, vous avez expliqué au début que vous avez tout un asset d'artisans, enfin, tout ça, faut les rentrer, faut alimenter une base de données. Je suppose, c'est pas du développement. Vous avez fait ça comment? Et j'ai une deuxième question après. Alors, les artisans, sur le modèle marketplace, l'objectif, c'est qu'ils s'onboardent tout seuls. Donc, on a créé tout un tunnel aussi pour que, de même, ils aillent s'onboarder. Voilà. Et après, c'est tout dans Iceberg. Donc, en effet, on a une visibilité de tous les artisans. Ils ont eux aussi leur back-office, ils ont leur tableau de bord, ils voient leurs commandes, leurs versements, les messages qu'ils ont fait aux clients, etc. Voilà, ça répond à votre question. Vous avez une deuxième question? Non, mais je vais laisser la parole aux autres. Oui, donc je voulais savoir au bout de combien de temps vous avez ouvert la plateforme aux utilisateurs finaux et surtout comment vous avez pu tester les hypothèses que vous aviez faites sur le produit auprès des utilisateurs. C'est-à-dire la motivation des utilisateurs. Vous parliez de MVP et je voulais savoir quelle stratégie de MVP vous avez utilisée pour valider vos hypothèses sur le produit auprès des utilisateurs finaux. D'accord. Alors, il y a deux choses. C'est vrai qu'on l'a construit, on l'a peut-être pas forcément évoqué très clairement. C'est déjà, on a fait des tests utilisateurs tout au long de la construction de projet. Donc, ça nous permet en permanence de tester le produit et de tester finalement si ce qu'on est en train de construire, ça répond vraiment à des besoins. Et là, on a lancé donc le 11 octobre, on a ouvert la plateforme aux particuliers. Donc, si vous voulez, vous pouvez acheter sur omio.fr. Et donc, on a ouvert le 11 octobre. Et aussi, toujours dans cet esprit startup, on vient juste d'embaucher un gros hacker qui est arrivé il y a 15 jours. Et c'est là où, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas la très bonne keynote de Tiga là-dessus. Et là, ça fait 15 jours qu'il est là, donc on a mis en place en fait tout le tracking et tout l'analytique, parce que c'est vraiment là. Et on va se concentrer donc maintenant sur tester notre produit, tester la valeur et construire des hypothèses. Donc là, on est en phase de construction de toutes ces hypothèses que nous allons tester, toutes ces expérimentations que nous allons tester sur un marché. Et donc, on verra bien si on atteint notre market fit. D'accord, merci. Oui, j'ai une autre question, c'est comment vous avez prévu de gérer la transition entre une équipe développement Xebia et après, je suppose que vous allez... Est-ce que la maintenance va être assurée par Xebia ou vous allez internaliser la maintenance?
Alors effectivement, internaliser la maintenance, c'est ce qu'on aurait aimé au sein du groupe Power Up Assistance, mais on n'a pas les compétences techno de Node.js et de React, donc on va faire appel à un partenaire qui va s'occuper de toute la maintenance. Après, sur l'année prochaine, on est en réflexion sur comment on fait ce switch entre les équipes de développement Xebia et de l'internalisation. On n'a pas encore la solution. En tout cas, sur l'année prochaine, on va continuer avec les équipes Xebia pour construire ce produit. Toute cette partie comme ça de qualification d'un partenaire pour reprendre la partie run, la partie exploitation d'Omio, on a vraiment travaillé de concert avec Europe Assistance pour trouver le meilleur partenaire en fait et voir si on maintient 2 équipes, on pourra travailler avec ce partenaire et du coup comment on travaillera avec ce partenaire. En fait, depuis déjà maintenant un bout de temps, on travaille justement sur la qualification d'un partenaire pour cette partie-là. On travaille de concert et on a des tâches dans le sprint qui sont dédiées justement à traiter ces chantiers.